la décentralisation. Alors ça, c'est un pilier important. Tout ça se niche dans le titre 1 de la loi. C'est l'avant-dernier chapitre. Donc la décentralisation de la formation et de l'orientation professionnelle, avec l'introduction donc d'une gouvernance quadripartite. C'est important de le dire parce que sur la décentralisation, il y a un peu de fantasme. Ou plus exactement, nous sommes dans une décentralisation à la française. C'est une décentralisation qui reconnaît toujours qu'un seul pouvoir législatif et toujours une présence du préfet dans le pilotage de la décentralisation. L'avantage de la décentralisation à la française, c'est que nous avons des élus qui rendent compte des politiques qu'ils ont mises en place. Et dans la commande qui est passée par le législateur à ces élus, c'est bien de créer une articulation, un maillage avec les différents acteurs territoriaux. Il ne s'agit pas de créer des territoires autonomes avec une marge de manœuvre extrême. Non, il s'agit de faire fonctionner la République, donc tous les acteurs de la République, tous les corps intermédiaires de la République. Et donc, en matière de formation professionnelle, c'était déjà un petit peu implicite, la coordination qui était l'expression qui existait avant des différents acteurs. On passe de la coordination à la gouvernance, alors un mot un petit peu facile, un petit peu valise, mais qui est clairement confié aux financeurs. Donc c'est bien la question de qu'est-ce qu'on fait de nos moyens, quelles sont les priorités que nous avons ensemble par rapport à cette grande question qu'est la formation professionnelle tout au long de la vie, qui, je le rappelle, c'est écrit dans le Code du travail, donc la formation professionnelle continue est une obligation nationale qui pèse sur tous les acteurs. Donc chaque acteur doit honorer cette obligation qui est fixée par la loi. Pendant plusieurs décennies, c'était plutôt la stratégie de chacun fait dans son coin, chacun prend des initiatives dans ses domaines. Et à partir des années 90, à la fin des années 90, la question des moyens, la question de la coordination, la question de l'efficacité, la question de l'évaluation a révélé que c'était un peu la cacophonie, qu'on ne s'y retrouvait pas. Donc c'est une décentralisation qui va dans le sens de la gouvernance. C'est une décentralisation qui ne va pas dans l'idée de créer du cloisonnement. Alors on n'est plus sur 26 maintenant, on est maintenant sur le scénario des 14. Mais voilà, l'idée c'est pas de créer 26 politiques publiques. C'est pas ça. Et 26 politiques publiques à côté de celles des partenaires sociaux et à côté de la politique de l'emploi qui continue à être gérée par l'État. Et comme on l'a vu, c'est une loi qui articule formation et emploi. Donc on va le voir très clairement dans la présentation du service public régional de formation. Voilà, donc j'insiste bien sur ce contexte-là. L'acte 3 de la décentralisation n'a pas été un saut dans une régionalisation à l'espagnole ou à l'allemande. Voilà. Et d'ailleurs, la brique formation professionnelle, si je puis dire, et orientation professionnelle est isolée du chantier global de la décentralisation. Donc on voit bien que l'urgence a plutôt été mise sur des thèmes et le contexte de l'emploi que la question de savoir si les collectivités territoriales vont dans un sens d'une plus grande autonomie. Là, on le voit bien, la question, c'est le millefeuille, la question, c'est les départements, la question, c'est le nombre des régions, c'est les grandes métropoles, c'est les bassins d'emploi, les bassins économiques. C'est plus cette réflexion-là. On est dans un contexte de baisse de déficit, on est dans un contexte de rationalisation des moyens. Donc, ne nous trompons pas de sujet. S'il y a des régionalistes dans la salle, malheureusement... voilà, et c'est pas le grand soir des régions, je ne crois pas. Et par contre, c'est le grand soir de la gouvernance quadripartite, c'est-à-dire comment faire mieux encore ensemble qu'avant. Et c'est pas toujours évident. Ça dépend du dialogue social déjà entre les partenaires sociaux, et ensuite
Ça dépend de ces relations, de ces expériences, parce que ça, si on en est arrivé là, c'est que dans les régions, on a constaté par le cadre des codes, des contrats d'objectifs territoriaux, qu'il y avait des opérations qui étaient parfaitement, qui étaient tout à fait efficaces, et donc il faut continuer dans ce sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité? Ça veut dire que l'État perd des responsabilités, des compétences, et qu'elles sont confiées à la région. La plus visible, naturellement, c'est la définition des compétences. Donc, avant, il y avait une compétence générale. La région avait une compétence générale, et puis l'État avait des compétences d'attribution. Il avait gardé des compétences sur certains publics. Voilà. Eh bien, comme il perd ces dernières compétences, eh bien, on dit que maintenant, les conseils régionaux ont une compétence pleine et entière. Voilà. Bon. L'expression est pleine d'ambiguïté, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Compétence générale, compétence pleine et entière. Et en plus, l'État est toujours présent. Transfert des publics, donc les personnes handicapées, les détenus, les Français de l'étranger, les réfugiés, les apatrides, les personnes relevant, donc maîtrisant pas les savoirs de base, donc les populations illettrées. Donc tout ça, maintenant, c'est au niveau des régions qu'on va coordonner les politiques en direction de ces publics. Le service public régional de l'orientation, nous avions une première organisation du service public, du SPO, qui était plutôt nationale, avec une habilitation, même si elle était territorialisée, avec les labels. Nous avions un DIO, nous n'avons plus de DIO. Donc nous sommes bien sur une logique territoriale de l'orientation professionnelle, mais le conseil en évolution professionnelle. L'achat public de formation, ça c'est naturellement très important. Les régions donc doivent savoir tout ce qui se fait à grande échelle sur son territoire, et donc les opérations menées par Pôle emploi feront l'objet d'un partenariat avec Pôle emploi. On règle aussi la question des SIEG, donc la possibilité pour certaines opérations pour les publics en difficulté d'habiliter des organismes de formation avec une contrepartie financière, donc ce qui permet d'inscrire dans la durée donc un dispositif très limité, donc qui permettra d'échapper au code des marchés publics. C'était quand même très important. Pendant longtemps, ce texte de loi n'avait pas été voté, et donc cette possibilité de mettre en place des services d'intérêt économique et généraux sur les territoires ne pouvait pas se mettre en œuvre. Donc là, enfin, nous avons un texte qui va légaliser ces pratiques qui avaient commencé quand même à se mettre en œuvre par certaines régions qui considéraient que l'État français était en retard et qu'il n'y avait pas besoin d'attendre pour mettre en œuvre ces SIEG. Je voudrais attirer votre attention donc maintenant sur différents sujets. La définition du service... Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas terminé l'énumération des transferts. Sur l'apprentissage, très important, il y a d'ailleurs ça rue un peu dans les brancards sur ce sujet. Donc les régions, en ce qui concerne l'ouverture des CFA, donc ont une compétence exclusive, il n'y a plus de CFA nationaux. Donc on est bien sur un maillage territorial, tout ça est donc piloté au niveau des régions. Donc des nouvelles COM vont être possibles, mais d'un genre complètement nouveau. Voilà, donc la région est bien à la tête du pilotage de l'apprentissage, qui s'est accompagné par ailleurs d'une réforme depuis quelques années. Donc la loi de 2014 entérine le fait que ce sont par exemple les OPCA à la place d'un certain nombre d'OCTA. Donc il ne reste plus que deux réseaux de collecteurs, donc les OPCA et les chambres consulaires, voilà, qui sont les seuls collecteurs possibles. Autre sujet, donc on a parlé de la loi Peillon. Dans la loi de mars 2014, il y a le principe que les jeunes donc, qui n'ont pas de qualification peuvent bénéficier donc d'un accès gratuit à la formation de premier niveau de qualification, que les régions animent la lutte contre le décrochage scolaire, et puis donc le sujet fort, c'est la gouvernance. La gouvernance avec donc au niveau national le remplacement du
CNFPT-LV et du CNE, Conseil national de l'emploi, en un CNEFOP, et au niveau régional, donc les CCRFP vont devenir des CREFOP. Nous attendons les décrets. C'est un décret très important parce que derrière ce décret, vous l'avez compris, tout s'enchaîne, puisqu'il y a les fameuses listes du CPF qui pourront être mises en place. Donc, d'où l'impatience sur les décrets qui devaient sortir très vite, mais naturellement, ce décret était sensible voilà, il est en train de... il va être présenté la semaine prochaine et il va être au journal officiel très très vite maintenant. Donc arrêtons-nous quelque temps sur la définition du service public régional de la formation professionnelle. Donc c'est des messages quand même très forts qui sont écrits dans la loi, puisque il s'agit d'offrir à toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail. On est bien en train de dire que la question, c'est l'accès à l'emploi. Dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accès à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. Donc on voit bien la finalité. La formation pour la formation, faire des études pour faire des études, ce n'est pas l'objectif de la formation professionnelle continue pilotée par la région. C'est clair, c'est dit. La région donc organise, pour un décret là aussi, l'accès gratuit à la formation professionnelle. C'est une formule importante. Nous n'avions pas le principe de gratuité en formation continue. Le principe de gratuité, nous l'avons en formation initiale pour l'instruction publique, donc pour la scolarité obligatoire. Nous ne l'avions pas pour la formation professionnelle. Elle apparaît, cette gratuité, mais dans un périmètre limité. Pour accéder au diplôme à un titre à finalité professionnelle, classé au plus au niveau 4, donc on est bien sur la question de l'objectif de la classe d'âge au niveau du baccalauréat. Mais voilà, donc là, donc chacun a ses responsabilités à prendre. Donc la formation initiale a intérêt à bouger par rapport à ce flux de jeunes qui sortent sans formation, sans diplôme du cursus initial, parce que ça coûtera beaucoup d'argent à la région. Ou pour les professions dont la liste était établie et révisée tous les 3 ans par l'État et le comité, donc la COPIREF. On parlera des COPIREF, au premier niveau de qualification permettant d'accès à l'emploi et enregistré au RNCP. Donc, tous ces diplômes qui garantissent l'emploi. Donc là, on voit bien l'objectif. Et peut-être qu'on voit mieux pourquoi aussi il y a besoin d'une gouvernance régionale. C'est-à-dire que la région n'aura pas les moyens à elle seule de tout financer. Donc, il faut que les financeurs soient réunis et fasse converger les priorités sur ces objectifs. Le législateur, les partenaires sociaux, signataires de l'accord, ont considéré que c'était ça la priorité aujourd'hui. Donc on est bien en train, indirectement, de définir 2 univers de la formation professionnelle continue. Un univers public-parapublic, avec des objectifs de plus en plus affichés de qualification, pour dire certification plus autre chose, les publics ayant des bas niveaux de qualification, des publics qui sont donc en situation de fragilité sur le marché du travail, la priorité est mise là-dessus, et naturellement, reste tout autour, ce qui rentre toujours dans le champ de la formation continue. On a parlé des formations courtes, tout ça c'est de la formation continue, mais là, le législateur dit, j'ai pas besoin que l'administration s'en préoccupe. C'est aux entreprises de savoir si ces formations courtes sont bien faites, mal faites ou pas mal. Voilà, c'est plus à l'administration. Voilà, c'est l'entreprise. C'est aux branches de savoir si, en dehors de ce périmètre, il y a des choses à prévoir. L'accord national interprofessionnel dit simplement on a besoin d'un investissement en formation. La loi dit d'un financement direct des entreprises. On a besoin d'un plan de formation. Il peut être orienté sur des priorités, mais chacun a à définir ses priorités. La négociation est là pour ça, et définition des priorités. Voilà, donc voilà pour la région. La région a une feuille de route, un périmètre de sujets à animer, et certainement qu'à terme, ça va structurer les choses.
hein, mais tout ça s'inscrit dans une certaine continuité aussi. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il y a de révolutionnaire cette feuille de route collective, me semble-t-il. C'est-à-dire que on voit bien que la région ne peut pas le faire seule. L'État ne peut pas lui donner les moyens, puisque tout ce qui est transféré comme compétence doit se traduire par des moyens nouveaux. Ce n'est pas en ce moment que l'État peut promettre des moyens supplémentaires en quantité. Donc on comprend pourquoi la gouvernance est importante, pourquoi le CPF est aussi dans les parages, pourquoi le pontage du CPF avec la contribution unique existe. C'est pour permettre à ce service public de la formation professionnelle, ce service public régional, de fonctionner. Alors, parlons de la gouvernance. Là, le message est très clair, et c'est pour ça aussi que l'État est toujours dans le paysage. Créer une stratégie concertée au niveau régional sur les politiques d'emploi, l'État, de formation et d'orientation, la région, dans un cadre quadripartite. Donc, les partenaires sociaux se préoccupent d'emploi, les partenaires sociaux s'occupent de formation professionnelle depuis l'accord de 69 sur la sécurité de l'emploi et de 70 sur la formation professionnelle. Donc, ben voilà, les acteurs légitimes depuis plus de 40 ans sur ces sujets-là se retrouvent au niveau régional, avec une réorganisation des instances de gouvernance, donc fusion du CCRFP et du CRE, donc Conseil régional de l'emploi, pour créer un CREFOP. Donc, ça permet d'ajouter orientation et emploi, donc on l'avait déjà dans ces CCRFP. Et au sein de ce CREFOP, donc un bureau qui est le lieu de concertation des financeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en commun? Qu'est-ce que vous faites tout seul? Ou voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait en commun? Et au niveau régional, un effort est demandé aux partenaires sociaux d'animer, donc plus formellement qu'avant, donc les fameuses COPIR d'un genre nouveau, COPIREF, donc qui colle à COPIR le F qui manquait, hein, le F de formation. Les COPIR avaient été créées par l'accord de 69 sur la sécurité de l'emploi, mais elles s'occupaient de formation professionnelle. Les COPIR ont du mal à exister parce qu'elles sont interprofessionnelles et que la représentation interprofessionnelle dans les régions, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Les CPNE, la verticalité nationale, ça marche. La verticalité régionale, c'est plus difficile parce que au niveau des partenaires sociaux, on est plutôt dans verticalité, horizontalité, donc au niveau des branches, ou interpro au niveau national. Donc ou de branches au niveau national. Donc ils sont prévenus déjà depuis longtemps, depuis 2003, ils sont prévenus qu'ils sont attendus sur la territorialisation. En 2009, voilà, ils n'étaient pas tout à fait complètement en phase dans toutes les régions. Ben là, il faudrait absolument y arriver parce qu'il y a des enjeux, puisqu'il faudra se mettre d'accord qu'au sein du CREFOP, les décisions soient prises et que les conventions soient établies, puisque tout ça va se contractualiser. Il y a des enjeux, il y a les fameuses listes, il y a les fameux prestataires du Conseil en évolution professionnelle. Tout ça, ça se raccroche à la contribution unique des entreprises. Les entreprises veulent savoir ce à quoi servent, quel va être le positionnement de cet outil par rapport à leurs salariés. Donc ça fait beaucoup d'arguments pour faire avancer les choses. Alors rentrons au sein du CREFOP. Ça concerne peu de personnes dans la salle, mais quand même c'est intéressant. Donc l'État, la région, les représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel. Donc c'est l'expression de la loi. Et donc on reprend la liste, s'ajoute à ce que j'ai déjà évoqué, donc la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, donc également un volet qui rejoignait la pratique du FNDMA ancienne. Voilà. Donc le paysage va aussi bouger du côté de la région. Alors, d'un point de vue des calendriers, c'est important de bien repérer ça.
le CPF fonctionne à partir de l'année prochaine, 1er janvier 2015. La contribution unique des entreprises aussi. Mais la collecte n'aura lieu qu'en 2016. Ce n'était pas évident, parce que je rappelle que si la collecte a lieu actuellement l'année suivante, en 2014 par exemple, pourquoi les OPCA attendent l'année prochaine pour collecter? Eh bien parce qu'il y a le 0,9. Et donc nous sommes sur une contribution fiscale. Pendant l'année 2014, les entreprises doivent dépenser leurs obligations. Si elles n'ont pas dépensé, donc l'année suivante, elles reversent à l'État. Donc c'est la logique du contrôle de la dépense. Mais vous avez remarqué, le 1%, il ne fonctionne plus du tout sur la logique de la dépense. Il fonctionne sur la logique de versement à un OPCA. Bon, l'année de démarrage, en tout cas, il a semblé un peu incongru de dire qu'au 1er janvier 2015, on appelle non seulement le 1,6 de 2014, mais aussi le 1% de 2015. Bon, il y a des OPCA qui appellent mois par mois ou trimestre par trimestre une partie de la contribution. Donc eux, ils sont déjà un petit peu habitués, les entreprises, à ce que ça fonctionne comme ça. Donc ça serait plus facile, mais tous les OPCA ne sont pas sur cette logique. Toutes les contributions versées aux OPCA ne fonctionnent pas sur cette logique. Mais on peut imaginer à terme que la récupération de ce 1% se fasse au fil de l'eau, au fur et à mesure. Hein. Alors les partenaires sociaux ne le souhaitent peut-être pas, parce que ça serait un petit peu trop faire ressembler ce versement à ce qui se passe pour les cotisations sociales. Et donc pourquoi faire prélever le 1% par les OPCA? Pourquoi ne pas faire prélever ça par l'URSSAF? Donc on voit bien que sur cette question du rythme de collecte se cachent aussi d'autres enjeux de gestion de ces collectes. Donc en tout cas, le grand rendez-vous, c'est 1er janvier 2015. Mais dès cette année, donc on attend la mise en place des CREFOP, des COPAREF, des COPANEF. C'est dès maintenant que ça fonctionne. Donc nous sommes dans une loi à application variable selon les dispositifs. Naturellement, depuis le 7 mars, cette loi s'applique, mais certaines dispositions sont reportées au 1er janvier.